Le moment straussien, dépasser la modernité. Twitter Space présenté par Nîmes avec l'aimable participation de Curiosité Classique. Juste pour faire un rappel sur ce qu'on va faire ce soir. Donc, je vais, moi et Curiosité Classique, en priorité, on va discuter du contenu du livre, enfin de l'essai de Peter Thiel, The Straussian Moment, le moment straussien. Donc, on vient de traduire avec l'équipe de Rage et que vous pouvez vous procurer. Donc, je vais vous faire un simple rappel comment se procurer le livre déjà. On le met à disposition de nos tipeurs. Donc il suffit de donner un tip, quel que soit le montant, c'est à partir de 1 euro. Vous avez juste à donner 1 euro et vous pouvez avoir le livre. Donc c'est juste un moyen pour nous d'encourager les gens qui aiment déjà le travail qu'on fait, de passer le cap et de nous soutenir et de donner une contrepartie aux gens qui nous soutiennent déjà, parce que pour l'instant, on n'avait pas vraiment de contrepartie réelle qu'on leur donnait. Je pense que c'est assez fair de créer des choses pour eux aussi en priorité. Donc, pour vous le procurer, vous avez juste à aller sur Tipeee. L'URL, c'est tipeee.com, je crois. Ça doit être ça, laissez-moi vérifier. Tipeee.com/rage, R-A-G-E, c'est tout. Et ici, vous pouvez mettre un tip de 1 euro, et après cela, vous aurez le lien vers, donc c'est sur un Google Folder, vous aurez le lien vers le Google Folder où vous pouvez trouver l'ouvrage en question en EPUB et en PDF. Alors cet ouvrage, qu'est-ce qu'il nous dit? On va discuter du contenu ce soir en suivant la trame du livre plus ou moins. Donc il est écrit déjà par Peter Thiel. Juste une brève introduction sur qui est Peter Thiel. Peut-être que des gens ne savent pas exactement qui c'est, ne le connaissent pas forcément. Ça peut être quelqu'un qui peut être un peu comme un homme de l'ombre, c'est quelqu'un de très influent, mais dont les sorties sont pas forcément toujours relayées ou mises en avant. C'est une personne qui est un entrepreneur, un investisseur. Il a cofondé PayPal avec Elon Musk à la fin des années 90, qu'il a revendu après. Il était un des premiers investisseurs dans Facebook aussi. Donc, quelqu'un qui a du flair dans les investissements, qui s'est créé une petite fortune, un capital, de libertarienne. Et au fur et à mesure, donc il en est venu à la conclusion que la démocratie, la liberté étaient en opposition, donc il se tenait plutôt à l'écart de la politique initialement. Et de fil en aiguille, il en est arrivé à s'investir de plus en plus dans le monde de la politique pour finalement, donc au départ, soutenir des auteurs. Il fait partie des gens qui ont financé Curtis Yarvin, donc qui est le figure emblématique du mouvement NRX. Il l'a financé au début. Donc comme j'ai dit, ce livre, cet essai a été publié en 2007. Curtis Yarvin a commencé à écrire en 2007 aussi. Donc on voit que c'est à ce moment-là qu'il y a eu la naissance d'une nouvelle, un nouveau mouvement d'idées qui s'est créé aux États-Unis et qu'il a soutenu. Puis il a soutenu des candidats vraiment politiques après, Trump en particulier. Donc ça fait partie des gens qui ont soutenu Trump et qui a vraiment cru en son élection. Il a eu raison. Et maintenant, il soutient d'autres candidats, qu'il a plutôt retiré son soutien à Trump, et il va soutenir d'autres candidats dans l'élection plus locale, notamment Blake Masters, qui s'était présenté et qui a perdu, qui voulait être élu au Sénat. Et c'est une personne donc, qui a fait Stanford et qui a coécrit un livre avec lui qui s'appelle Zero to One, que je vous conseille aussi, qui est un vrai livre. Donc, ici, l'essai dont on va parler, c'est quelque chose qui est assez court. Zero to One, c'est vraiment un livre qui est destiné à donner des conseils pour les gens qui vont monter leur boîte, mais c'est un peu plus large que ça. En fait, on voit que dans les écrits de Peter Thiel, il y a toujours une partie ésotérique, et je pense que ça sera partie des thèmes qu'on va évoquer ce soir. Donc, le moment straussien. Qu'est-ce qui nous dit Peter Thiel? Avant ça, est-ce que tu veux ajouter quelque chose, Curiosité Classique, sur Peter Thiel en lui-même, sur son parcours? Écoute, seulement savoir que dans le fond, lui, quand il a fait son undergrad, il a étudié la philosophie, fait que ça sort pas un peu, ça sort pas complètement du champ gauche, le fait qu'il s'intéresse à la philosophie. Il était à Stanford aussi, il a étudié sous René Girard, où est-ce qu'il était exposé un peu. Donc, il va parler de René Girard dans le texte, qui est un philosophe français, mais qui a fait la majorité de sa pratique, de sa carrière aux États-Unis. Donc, c'est ça, exact. Mais sinon, je pense que c'était un bon résumé. Ok. Donc, on va passer au
contenu en lui-même, et on va plutôt suivre la trame du livre. Donc Peter Thiel commence ce livre par un poème de Alfred Tennyson, qui est un poète britannique de l'ère victorienne, qui est surtout connu pour avoir écrit une série de poèmes sur la légende arthurienne. Donc il est fortement influencé par Thomas Malory, qui a écrit lui-même au Moyen Âge les- des poèmes sur le roi Arthur, qui était aussi influencé par Chrétien III, qui était lui-même influencé par Geoffroy Monmouth. Euh, donc ça donne le cadre du personnage, mais le poème qu'il partage ne fait pas partie de cette série. Je vais vous le lire parce qu'il est assez court, et vous allez comprendre pourquoi il l'utilise pour commencer le livre. Donc voilà le poème, ce qu'il dit, que j'ai traduit. Donc peut-être qu'on va perdre en qualité en termes de rime, en termes de structure, mais au moins vous aurez le sens. Voilà ce que dit le poème. Car j'ai plongé dans le futur, aussi loin que l'œil humain pouvait voir. J'ai vu la vision du monde et toutes les merveilles qu'il y aurait. J'ai vu les cieux se remplir de commerce, des vaisseaux de voiles magiques, les pilotes de crépuscule pourpre descendant dans des ballots coûteux. Et j'ai entendu les cieux se remplir de cris, et il a plu une rosée affreuse, des flottes aériennes, des nations qui s'affrontent dans l'azur central, loin dans le monde entier, le murmure du vent du sud se précipitant chaud, avec les étendards des peuples plongeant dans l'orage, jusqu'à ce que le tambour de guerre ne résonne plus, et que les drapeaux de bataille soient déployés. Dans le parlement de l'homme, la fédération du monde. Là, le bon sens de la plupart des gens tiendra en respect un royaume inquiet, et la terre bienveillante sommeillera, bercée par la loi universelle. Donc, dans ce poème assez court, on voit une progression qui met en avant les bienfaits du monde moderne, du capitalisme, qui amène ces merveilles de commerce, ces bateaux qui amènent des marchandises partout. Puis une phase de guerre, le tambour de la guerre qui résonne et les drapeaux déployés, avant qu'on atteigne une phase de calme plat. Et donc ce poème a été écrit au XIXe siècle, et il dépeint assez bien au final ce qui s'est passé au cours du XXe siècle, où le capitalisme arrive à son apogée au début du siècle, puis on a les deux guerres mondiales, pour finalement finir dans une phase où il y a un avachissement du monde occidental, la fin de l'histoire de Fukuyama, qui va être réveillé par le 11 septembre 2001, et ça va constituer toute la première partie de l'ouvrage de Thiel, qui va revenir sur cet événement. Donc je pense qu'il faut comprendre ce poème comme une façon de dépeindre le siècle dernier, qui vient se faire réveiller par le phénomène du 11 septembre. Et Peter Thiel, donc, qu'est-ce qu'il va nous dire sur le 11 septembre? il, il va nous dire que ce phénomène est assez particulier, parce que il faut prendre en compte la personnalité de Ben Laden. Il nous dit que l'Occident était préparé pour faire face, pour affronter n'importe quel ennemi, du moment que ça reposait sur des conflits économiques. Il va nous rappeler que au cours du siècle dernier, il y a eu des gros échanges de monétaires, donc venant des flux monétaires allant des pays du Nord vers les pays du Sud, et qu'on pensait que cela suffirait à acheter la paix. Mais on voit que dans ce phénomène du 11 septembre 2001, Ben Laden a un profil particulier, puisque il n'a pas besoin d'argent, en fait. C'est quelqu'un qui est extrêmement riche, qui a été élevé en Occident, qui a une fortune colossale. Il avait 250 millions à peu près venant du pétrole. Et pourtant, il organise cet attentat qui vient massif, avec les deux tours, avec le Pentagone, qui n'est pas motivé par des raisons économiques, mais par des raisons plus profondes que l'Occident avait oubliées. Et donc, qu'est-ce qu'il nous dit-il dans ce paragraphe? À la fin, il nous dit: les faits bruts du 11 septembre exigent un réexamen des fondements de la politique moderne. L'agenda ouvertement intellectuel de cet essai le suggérait que ce réexamen implique. Donc, il utilise ce premier chapitre pour mettre en avant qu'il faut réexaminer les bienfaits qu'a apporté la modernité, en gros.
Et il récapitulera ça plus loin dans le texte, où il dit récapitulons, l'Occident moderne a perdu la foi en lui-même. Au cours de la période des Lumières et de l'après-Lumière, cette perte de foi a libéré d'énormes forces commerciales et créatives. En même temps, cette perte a rendu l'Occident vulnérable. Existe-t-il un moyen de fortifier l'Occident moderne sans le détruire complètement? Un moyen de ne pas jeter le bébé avec l'eau du bain? Et je pense que ça résume la volonté de Thiel dans cet ouvrage, parce qu'il va s'appuyer sur différents auteurs, donc il va parler après de John Locke, de Carl Schmitt, de Léo Strauss, de René Girard, et donc j'ai pu voir dans les commentaires de mon tweet un commentaire de Frédéric Maas, qui apparemment est un expert de Carl Schmitt et de Léo Strauss, et qui disait que parfois Peter Thiel va prendre ses aises dans ses interprétations sur ces auteurs. Alors, ce que je veux mettre en avant, c'est que c'est possible. Moi, je suis pas un expert de ces auteurs, mais ce qui est intéressant ici, c'est vraiment ce que Thiel veut nous dire, c'est le récit qu'il veut développer dans son essai. Et donc, ce qu'il veut nous dire, c'est exactement ce que je viens de décrire, c'est comment dépasser la modernité et les Lumières. Tu es d'accord avec ça, curiosité classique? Ouais, puis la citation que tu viens de nous donner de Thiel est vraiment importante parce que l'ensemble de l'essai, pour le comprendre, il faut voir ça comme une critique du libéralisme, mais de la droite. Donc, suite à ma dernière discussion avec Lino, tu sais, le libéralisme n'est pas utilisé, la façon dont on utilise le mot n'est pas exactement la même. Puis en Amérique du Nord, lui, puis aussi dans le monde anglo-saxon, c'est quand même possible de critiquer le libéralisme en venant de la droite. Puis, il va passer à travers différents auteurs qui sont progressivement de plus en plus critiques et, entre guillemets, de plus en plus à droite au fur et à mesure que l'essai progresse. Mais c'est ça, fait que la citation que tu viens de nous dire, tu viens de nous lire est extrêmement importante ici. Puis c'est exactement ce que tu dis là. Dans le fond, il faut qu'on se pose la question, euh, qu'est-ce que l'Occident? Puis pourquoi est-ce que Thiel nous dit que l'Occident s'est perdu de vue ou s'est perdu à partir des Lumières? Ce qui est un peu contre-intuitif. Mais il va utiliser une définition d'Occident où est-ce lorsqu'il cite Pierre Manant un peu plus bas, qui encore une fois, si on fait pas attention, va juste nous passer par-dessus la tête parce que, a priori, on a tendance à identifier l'Occident avec les Lumières. Mais c'est pas ce qu'il fait ici. Il retourne à une définition antérieure, dans le fond, à la critique de la synthèse entre le monde classique et le monde chrétien qui existait avant, dans le fond, qu'on remette tout ça en question avec les modernes et avec les Lumières. Exactement. Et il y a une chose donc, que je pense qu'on devrait aborder un peu. J'ai dit qu'on allait suivre la trame du livre plus ou moins. Et il va parler de Strauss plus loin dans l'ouvrage, mais il se trouve qu'il fait référence dans le titre lui-même, le moment straussien. Donc ça me semble utile de, de parler un petit peu, en premier lieu, de pourquoi Strauss, pourquoi est-ce qu'il choisit de le mettre dans le titre, pourquoi est-ce qu'il parle de moment straussien. Alors, il faut savoir que Strauss, donc, comme j'ai dit, je suis pas un expert de l'auteur. Je n'ai lu qu'un livre de Léo Strauss. Mais ce qu'il va mettre en avant lui-même, c'est que Strauss est connu pour être un auteur qui revendique le côté ésotérique. C'est qu'il pense que tous les grands auteurs ont toujours écrit de façon ésotérique, qu'on ne peut pas dire la vérité entièrement de façon exotérique. Et donc je pense que ça doit venir nous renseigner sur ce qu'il veut réellement dire dans son ouvrage. C'est comme un avertissement, en le mettant dans le titre, enfin c'est comme ça que je le comprends, c'est un avertissement pour dire, je vais vous dire des choses, mais il faut savoir lire entre les lignes. Est-ce que tu penses que c'est le cas, citoyen? Oui, c'est exactement ça. Puis on va pouvoir en parler plus tard comment on progresse, mais oui. Euh, Et, et donc le premier chapitre qu'il va mettre en avant, il va revenir sur la question de la nature humaine et sur les fondations des États-Unis, où il met en avant que le véritable père des États-Unis serait John Locke. Donc, d'abord, il va mettre en avant que selon lui, les Lumières, malgré tous les apports qu'elles ont pu amener,
ont abandonné des questions qui lui semblent cruciales. Donc il va dire, depuis le siècle des Lumières, la philosophie politique moderne se caractérise par l'abandon d'un ensemble de questions qu'une époque antérieure avait jugées centrales. Qu'est-ce qu'une vie bien vécue? Qu'est-ce que cela signifie d'être humain? Quelle est la nature de la cité et de l'humanité? Quelle est la place de la culture et la religion dans tout cela? Pour le monde moderne, la mort de Dieu a été suivie par la disparition de la question de la nature humaine. Et, et donc il va établir une critique des Lumières et plus précisément au travers de la personne de John Locke, qu'il voit comme le véritable père des États-Unis. Mais avant d'établir cette critique, il va d'abord tenter de comprendre pourquoi la tradition a échoué en premier lieu. Puisque si les Lumières ont pu s'imposer, si la modernité a pu s'imposer au monde traditionnel, c'est bien qu'elles avaient quelque chose en plus sûrement. Donc il se pose la question pourquoi la tradition a échoué. Il va dire la méthode la plus directe pour comprendre un monde dans lequel tous les êtres humains ne sont pas des Homo economicus semble donc impliquer un retour à une certaine vision de la tradition plus ancienne. Cependant, avant d'essayer de s'engager dans ce retour, il y a un autre mystère que nous devons affronter. Pourquoi l'ancienne tradition a-t-elle échoué en premier lieu? Après tout, elle semblait poser des questions évidentes et importantes. Comment ces questions ont-elles pu être simplement abandonnées et oubliées? Et donc, sa réponse, ça va être euh, qu'il y a toujours eu un affrontement entre la cité et l'Église, en fait, entre Athènes et Jérusalem. Et il va dire que d'un côté, la cité va dénigrer le sacrifice que demande l'Église, et de l'autre côté, l'Église va dénigrer le sacrifice que demande la cité. Et au final, c'est de là que va naître l'individu qui va entendre ces deux sons de cloche et qui, au final, va se dire, bah, en fait, le sacrifice pour l'Église ne vaut pas le coup, le sacrifice pour la cité ne vaut pas le coup non plus. Et il va s'appuyer sur Hobbes, qui qui est pour lui le premier philosophe moderne qui va se vanter de déserter et fuir ces combats, qui ne voit pas de raison profonde dans les guerres de religion, qui ne voit pas de raison profonde dans le sacrifice pour quoi que ce soit, pour la patrie ou pour les cieux, pour quelque cause que ce soit. Et donc pour lui, c'est cet affrontement entre la cité et l'Église qui va au final détruire les deux. Est-ce que je le résume bien selon toi, citoyen? Oui, c'est exactement ça. Puis je vous fais remarquer que ce conflit-là entre la cité et l'Église, c'est le même, disons, conflit idéologique qui est, qu'on peut voir aujourd'hui dans la droite entre les vitalistes et les traditionalistes. C'est la même chose. Parce que dès qu'on retourne une conception pré-lumière, pré-enlightenment, on va tomber sur les mêmes problèmes, ce qui est tout à fait correct et normal. Puis, quand on lit son texte, c'est facile de développer du dégoût pour Hobbes, mais il faut aussi comprendre, je veux dire, la majorité d'entre nous n'avons pas vécu une situation de guerre civile. On n'a pas vécu à travers la guerre de 30 ans, à travers la guerre civile anglaise. Donc, les penseurs des Lumières ou des proto-Lumières comme Hobbes, même Machiavel, essayaient de répondre à des besoins particuliers, puis sentaient que les outils intellectuels qui étaient à leur disposition à ce moment-là ne répondaient pas à ces besoins-là. Donc, faut pas non plus penser que c'était des imbéciles ou que c'était de la pure fantaisie de se détourner de ce qui était déjà présent à l'époque. Je suis d'accord avec ça. Et Hobbes est un auteur que j'aime bien, nonobstant. Alors, il faut savoir que donc, John Locke et Hobbes sont des auteurs qui sont contemporains l'un de l'autre, qui ont vécu au XVIIe siècle. Et dans le monde anglo-saxon, on tient en gros Locke pour le père de la gauche, on va dire, et Hobbes pour le père de la droite. Euh, du monde moderne en tout cas. C'est quelque chose sur lequel Curtis Yarvitz va revenir par exemple, où il va dire que pour lui, dans sa vision des choses, Hobbes c'est déjà la gauche, et le vrai homme de droite c'était Fischer. Et je pense que Thiel ne serait pas en désaccord avec ça. Dans ce qu'il dit ici, on a l'impression qu'il prend une position de très droitière, où il va reléguer John Locke à l'extrême gauche et Hobbes à la gauche, en gros, pour résumer. Oui, c'est ça. Puis c'est difficile pour nous, ça prend un certain temps, puis faut essayer de sortir du mindset gauche-droite qu'on a habituellement pour comprendre ce que Thiel essaie de nous dire, puis surtout pour comprendre aussi Strauss et Girard, où est-ce qu'ils viennent se positionner, parce que
Sinon, on comprend absolument pas, mais ce que tu dis est exact. Et donc, qu'est-ce qu'il va nous dire sur John Locke? Donc, comme j'ai dit, pour lui, John Locke est le véritable père des États-Unis, et les États-Unis sont la nation qui est née des Lumières par excellence. Et donc, John Locke était une grosse référence de Thomas Jefferson, qui va écrire la Constitution des États-Unis et qui va directement y faire référence enfin, du moins, il va reprendre ces thèmes. Et qu'est-ce qu'il reproche à Locke, Peter Thiel? Il va lui reprocher de dénaturer en fait le christianisme. Parce que John Locke défend le christianisme, il est chrétien, mais il va mettre en avant que sa façon de défendre le christianisme va en fait le dénaturer complètement en profondeur, et il va l'amener vers des horizons qui sont plus matérialistes et capitalistes, en gros. Et il va dire notamment, euh, il s'ensuit que les humains ne sont pas les intendants de la nature, car Dieu a fourni très peu de choses au départ, mais qu'ils sont eux-mêmes les créateurs de la richesse et des biens. La richesse est à l'origine de la plus grande partie de la valeur des choses dont nous jouissons de ce monde, ce que dit John Locke. À partir de là, l'étirement vers les bases capitalistes est modeste. L'avarice n'est plus un péché mortel, et il n'y a rien de mal à l'accumulation infinie de richesses. Il s'ensuit tout naturellement que la loi de Dieu et de la nature dit que le gouvernement ne doit pas augmenter les impôts sur la propriété du peuple sans son consentement, donné par lui-même ou par ses députés. Oui, donc ça, Donc, c'est évidemment, c'est dit ça comme, c'est comme une blague, tu sais, ça. Pour un chrétien, d'arriver à cette conclusion-là sur les impôts, c'est risible. Mais il fait pour montrer comment est-ce que Locke a pris le christianisme, en tout cas la coquille du christianisme, l'a vidé d'une partie significative de son essence, pour ensuite co- con- euh, convaincre ses compatriotes qui auraient été horrifiés s'il avait utilisé le même langage que Hobbes de la justesse de ce qu'il propose, de la nouvelle politique qu'il propose, qui est essentiellement la politique libérale. Parce que Hobbes était, disons, détesté. Hobbes était quelqu'un dont on ne pouvait pas parler en bonne compagnie, alors que Locke a réussi à faire passer son message, qui est très similaire à celui de Locke. Il y a quand même certaines différences, mais il s'est beaucoup inspiré de Hobbes. Euh, c'est ça. oui, en fait, on retrouve un travers qui existe encore aujourd'hui, c'est que des vérités qui sont dites par la droite vont être moins acceptées que la même chose dite par la gauche. Et ce qui va lui reprocher en profondeur, donc c'est ce qui reproche aux Lumières qui se sont, qui ont choisi d'abandonner des questions. Lui va lui reprocher à Locke de dire qu'on ne peut rien dire sur la nature humaine, en fait. Et plus généralement, il va lui reprocher d'amener à, à une liberté trop grande, on va dire, quoi. Il va dire ainsi, de manière quelque peu paradoxale, l'inconnaissabilité de X, dont X, c'est ce qu'il appelle dans le cadre de cet essai le- l'inconnaissabilité de la nature humaine, conduit au libéralisme classique et à l'affirmation très forte des différents droits qui appartiennent à ce X inconnaissable. La liberté de religion, car nous ne pouvons jamais savoir ce que les gens pensent vraiment dans le temple de leur esprit. La liberté d'expression, car nous ne pouvons pas critiquer de manière irréfutable la manière dont les gens s'expriment. Le droit à la propriété et au commerce, car nous ne pouvons pas deviner ce que les gens feront des choses qu'ils possèdent. Le capitalisme, conclut le lauréat du prix de Nobel Milton Friedman, est simplement ce que les humains font lorsqu'ils sont laissés à eux-mêmes. Donc, ce qui va défendre, c'est que en réalité, il y a une nature humaine euh, et que les Lumières et John Locke ont amené un certain relativisme qui peut être délétère. D'accord avec ça, citoyen? Oui, puis je veux juste ajouter, on peut se poser la question, est-ce que, mettons, Locke et Hobbes croyaient vraiment qu'il n'y avait pas de nature humaine, ou est-ce qu'ils ont proposé ce qu'ils ont proposé simplement parce qu'en évacuant la nature humaine de la question politique, on diminuait les risques de conflits significatifs qui empêchaient, par exemple, le développement économique. Donc, les pères fondateurs de la République américaine, on a quand même les écrits de plusieurs d'entre eux, certains qui ont écrit dans les papiers fédéralistes. Il y en a plusieurs qui parlaient dans d'autres lettres, disons, autres que la Déclaration d'indépendance, que, en fait, oui, il y a une nature humaine et que la Constitution qu'ils ont donnée à la République n'était valable que pour un peuple moral, religieux et vertueux.
Donc, encore là, il y a une différence entre la structure politique qu'on se donne pour faire comme s'il n'y avait pas de nature humaine parce que c'est juste plus simple et ça permet de libérer des forces économiques et vraiment croire dans son âme et conscience que la nature humaine est complètement inconnaissable comme un noumen kantien. Puis, j'arrive pas à savoir exactement ce que Locke pensait vraiment parce qu'il est plus difficile à lire que Hobbes, mais Hobbes avait l'air de vraiment croire que la préservation de soi est est le désir fondamental de tous les humains, euh, point final, et que ça constitue leur nature humaine, leur nature fondamentale. Pour Locke, c'est beaucoup plus difficile. Je pense que j'ai l'impression que peut-être Locke croyait vraiment qu'il n'y avait pas de nature humaine indivisible, puis que l'homme était une sorte de table rase. Oui, oui, ça il le dit clairement. Locke. Et Hobbes, effectivement, lui, dit que euh, on peut résumer l'humain au désir de puissance. Donc c'est un pré-Nietzschéen, on peut dire dans ce sens-là, Hobbes, où il réduit tous les rapports entre les humains à un désir de puissance, dans le sens de pouvoir plus. Et, et donc une fois que Peter Thiel a mis en avant ces limites de la modernité qu'il voit, donc sur cet abandon des questions qui lui semblent fondamentales, il va passer à un chapitre où il va s'appuyer sur Carl Schmitt, et ce qu'il met en avant, qui est important, c'est la séparation qu'il existe entre le monde occidental et le reste du monde. C'est-à-dire on a tendance en Occident à penser que les autres sont comme nous, sont des autres nous, notre façon d'aborder le monde, la vision du monde qui est née avec la modernité, on a tendance à pas voir qu'elle nous est propre. Alors, je vais citer Thiel encore sur ce qu'il dit ici. Il dit, depuis le 11 septembre, notre paix est brisée, car il reste une autre frontière très importante dont le peuple américain avait oublié l'existence. Ils avaient oublié le reste du monde, sa profonde division avec l'Occident. Le monde non occidental n'avait pas encore vu la paix de Westphalie. Le progrès des Lumières s'est produit à des rythmes différents dans les différentes parties du monde. Et, euh, et donc, ça rejoint ce poème de départ qu'il a mis où Lord Tennyson met en avant cette façon d'arriver à une paix mondiale universelle. Donc, ça met en avant un trait de pensée occidentale où on pouvait penser qu'on avait atteint cet état de paix universelle où les gens avaient dépassé les croyances, la superstition et tout cela. Et on a perdu de vue que, en réalité, il y a une séparation qui existe entre cette façon de penser occidentale et le reste du monde. Dans d'autres parties du monde, les modes de vie traditionnels sont restés plus pérennes et qui peuvent venir en conflit avec notre propre vision du monde. Donc c'est là où il va s'appuyer sur Carl Schmitt en rappelant que pour Carl Schmitt, le politique est indépassable et que le politique commence quand on définit un eux et un nous, quand on désigne l'ennemi. Et ce qu'il va mettre en avant qui est intéressant, c'est que si on voulait revenir à cela, ça, ça reviendrait à ce qu'il appelle une victoire à la Pyrrhus, c'est-à-dire qu'on devrait renier ce qu'on est. En gros, donc c'est toujours faut bien comprendre qu'il écrit ça dans le contexte post 11 septembre 2001, il écrit ça en 2007. Et ce qu'il dit, c'est que face à un ennemi qui va continuer à se battre quoi qu'il arrive, même si nous on refuse de se battre, même si on a la plus grande force technologique, si on refuse de se battre, celui qui continue à vouloir se battre va forcément gagner à la fin. Et il va mettre en avant que on va avoir un problème au niveau de notre identité, parce que si on veut gagner la guerre, soit on doit renier cette identité qui repose sur la modernité, sur ce monde ouvert, sur ce monde libéral, et du coup on va perdre de facto notre identité, soit on doit la changer, et donc on va perdre cette identité, mais on doit changer ce que l'on est pour revenir à une forme de tradition, mais il n'est pas favorable à cette idée. Donc il va dire que les conséquences d'une telle chose, euh, notamment donc, dû au fait qu'aujourd'hui on est dans un monde technologique avec les armes nucléaires, et il dit si on revenait à un monde de tradition, donc comme
Urbain II, le pape, nous recommanderait dans une telle situation où on est en guerre contre des gens qui défendent une vision du monde islamique, il verrait une façon d'aller se réaliser et on déploierait toutes les forces contre cet ennemi. Mais il dit, mais à l'heure actuelle, si on retournait à ce mode traditionnel qui est beaucoup plus violent, on, on pourrait se détruire avec les potentiels qu'on a aujourd'hui. Donc, même s'il le considère, même s'il le met en avant, il ne voit pas dans la solution de Schmitt et dans la solution du retour vers la tradition une voie qui est viable. Tu es d'accord avec ça, citoyen? Oui, oui, c'est ça qui est, c'est exactement ça qui est écrit. Quand on regarde les différentes réfutations que Thiel offre, tu sais, ou donne aux arguments des auteurs qui citent, celle qui fait contre Schmitt me semble la plus faible, dans le sens qu'il dit, si on adopte l'attitude de Schmitt, où est-ce qu'on va traiter, par exemple, les gens qui nous ont attaqués le 11 septembre comme ils nous traitent, si on déclare une guerre de religion, nous allons devenir comme eux. C'est En ça. fait, ouais, mais c'est clairement faux dans le sens que là, après ça, il cite Urbain II, puis il parle des croisades, mais les croisés ne sont pas devenus comme, disons, des musulmans ou sont pas devenus les amis de Saladin immédiatement après. Tu sais, les Russes et les Japonais ne sont pas vraiment, il n'y a pas vraiment une convergence malgré la guerre entre les Japonais et les Russes. Même chose entre les Japonais et les Chinois. Euh, donc, je pense que ça fait un peu partie de. On pourrait essayer d'appliquer une lecture straussienne de la section de Schmitt en disant la réputation est tellement faible que peut-être que ce que Thiel veut faire, c'est nous pointer un peu dans cette direction-là, même si, comme chrétien, il ne peut pas se pousser à accepter ce que Schmitt recommande. Ceci C'est ça dit, qui est Schmitt intéressant. était. C'est ça qui est Ouais, intéressant parce que justement, dans le chapitre d'après, c'est là où il va parler de Léo Strauss et il va effectivement mettre exactement cela en avant, quoi. Il va rappeler que dans les écrits de Léo Strauss, et il dit que quand les grands auteurs anciens avaient quelque chose à dire, ils le mettaient dans la bouche de quelqu'un qui n'est pas fréquentable. Donc dans la bouche d'un fou, d'un mendiant ou de diable. Et donc on peut exact. se poser la question, est-ce que ce qu'il nous dit ici, pourquoi il parle de Léo Strauss juste après? Ça tombe un peu comme un cheveu sur la soupe, ce chapitre, j'ai l'impression. Et on peut se dire, est-ce qu'il nous dit pas qu'il faut relire ce qu'il a écrit auparavant à la lumière de Léo Strauss, quoi, qui nous dit, en fait, je vous dis que c'est pas viable, mais il faut comprendre que ce que je veux dire réellement, c'est que c'est la seule voie possible. C'est ça. Puis, bon, pour ceux qui ne savent pas, Schmitt est peu fréquentable parce que c'est un juriste qui a fini par appuyer le régime nazi, même si au début, il s'était fortement opposé puis avait fortement encouragé le président ou le chancelier de la République de Weimar de crack down sur on the Nazis, mais finalement, il s'est rallié puis est devenu un membre, je pense qu'il était membre du parti nazi. Fait que, évidemment, c'est quelqu'un qu'on ne peut pas fréquenter, puis les gens qui vont lire l'article, en général, vont le savoir. L'autre chose que Thiel sait très probablement, mais dont il ne parle pas ici, c'est que Schmitt fait une distinction entre l'ennemi privé et l'ennemi public. Puis, dans le fond, il se base sur une espèce de lecture théologique dans le Nouveau Testament où est-ce que le mot qui est utilisé pour parler d'ennemi, quand on dit tu aimeras ton ennemi, c'est tout le temps l'ennemi privé, alors que aimer ton ennemi, ça n'a jamais empêché une nation chrétienne de faire la guerre à des infidèles, par exemple. Parce qu'il y avait une compréhension qui semble avoir été perdue entre la guerre externe dans la communauté des croyants, avec une autre communauté des croyants qui est distincte, mettons, de celle des chrétiens, et le conflit interne au sein de la communauté des croyants, où est-ce qu'évidemment, là, il y a une injonction de les traiter comme on voudrait être traité. Donc, c'est vraiment pas clair que d'adopter l'attitude de Schmitt va mener à une destruction interne de la civilisation occidentale ou nécessairement, en fait, on peut se poser la question si on commence à devenir très belliqueux, est-ce que ça pourrait provoquer une guerre nucléaire? Peut-être. Puis ça, c'est important, il en parle. Que la technologie, le développement technologique crée des conditions apocalyptiques qui sont toujours à 2 secondes de se réaliser. Fait que ça, c'est vrai, puis je pense qu'il croit que c'est effectivement le cas. Donc je peux lire un extrait
de cette partie, quand il parle de Léo Strauss, qui met en avant ce qu'on vient de dire. Il dit, à titre d'expérience de pensée, Strauss nous invite à envisager la position d'un historien vivant dans un pays totalitaire, membre généralement respecté et insoupçonné du seul parti existant. À la suite de ses études, cet historien en vient à douter du bien fondé de l'interprétation de l'histoire de la religion parrainée par le gouvernement. Sur le plan exotérique, cet historien prendra une défense passionnée du point de vue officiel de l'État, mais sur le plan ésotérique, entre les lignes, il écrira 3 ou 4 phrases dans ce style laconique et vivant qui est apte à capter l'attention des jeunes hommes qui aiment penser. Ce serait suffisant pour le lecteur attentif, mais pas pour les censeurs gouvernementaux, invariablement moins intelligents. Alternativement, notre écrivain pourrait même énoncer certaines vérités tout à fait ouvertement en utilisant comme porte-parole un personnage peu recommandable. Il y aurait alors une bonne raison pour que nous trouvions dans la plus grande littérature du passé tant de diables intéressants, de fous, de mendiants, de sophistes, d'ivrognes, d'épicuriens et de bouffons. Donc là, moi, ce que je comprends, ou du moins une lecture potentielle qu'on peut en faire, c'est effectivement que Thiel nous dit à qui il s'adresse dans cet ouvrage, quoi. Il peut nous dire, en réalité, cet essai est adressé aux quelques personnes intelligentes qui peuvent comprendre ce que je vais dire entre les lignes. Et par ce biais, je vais passer la censure gouvernementale qui s'effectue néanmoins dans les pays libéraux, même si on pourrait penser que on n'est pas dans ce contexte que des Pince-Strauss d'une dictature où il y a un régime en place qui contrôle réellement ce qui est écrit. Il y a une façon différente dans nos pays libéraux de censurer les choses ou de diaboliser ce qui peut être dit. Donc là, on pourrait tout à fait comprendre que Till nous dit, voilà, mon ouvrage, en fait, il faut savoir lire entre les lignes, il s'adresse à ces personnes en particulier, et je peux mettre des choses dans la bouche de personnes peu recommandables qui sont, et les dénoncer, mais qui sont en fait une façon de pointer du doigt ce qui doit être compris. Et, Oui. En 2007, Thiel était complètement au courant de ce qu'on faisait en Amérique du Nord pour s'assurer qu'il n'y ait pas d'autres attentats terroristes. C'est-à-dire que, tu sais, peut-être vous n'êtes pas. Il y a eu, disons que les services de renseignement internes ont eu beaucoup de liberté dans ce qu'ils ont été autorisés à faire auprès des différentes communautés ici pour s'assurer que ça n'arrive pas. Il en parle au début là, de la sécurité, mais c'est pas juste ça. Il y a des gens qui ont été disparus dans des sites noirs. Il y a, il y a- En 2007, la surge avait déjà eu lieu en Irak. Donc, je veux dire, c'est pas comme si on y a été avec des gants blancs après le 11 septembre. ouais, Fait ouais. qu'on a adopté, d'un point de vue, la tactique, aussi ce que Schmitt recommandait. Il y a un vieux discours de George Bush où il disait You're either with us or against us, même s'il refusait de déclarer sa campagne comme une guerre religieuse. Et c'est là où, en revanche, cette deuxième partie dans le chapitre où il parle de Léo Strauss s'inclut bien le récit qu'il fait, puisqu'il va mettre en avant que Léo Strauss va nous dire que il y a toujours des non-dits et que le bon fonctionnement et la création d'une cité euh, peut reposer sur des choses qui sont pas forcément avouables, quoi. Et donc, il va prendre l'exemple où Léo Strauss va mettre en avant dans ses livres lui-même que toute cité va se fonder sur un massacre, en gros, sauf les États-Unis, il va dire. Mais en fait, on sait que c'est pas vraiment le cas, puisque les États-Unis sont nés sur le massacre des Indiens d'Amérique, quoi. Donc, il va mettre en avant que même aux États-Unis, il y a des tabous, des choses qui ne peuvent pas être dites et qui relèvent de cet aspect straussien de, de la façon de, de, de parler des choses. Et il en arrive dans ce dernier paragraphe, ce nouveau chapitre, à parler de René Girard. Donc il faut savoir que cet essai fait partie d'un corpus de textes où le thème lui-même était, donc il y a plusieurs auteurs qui ont écrit en réalité, le livre s'appelle Politics and Apocalypse, il a été publié par l'Université de Michigan, et le thème lui-même est l'étude de la violence, de la mimésis et de la culture. Donc c'est aussi normal que Thiel parle de façon prédominante de ces auteurs, même si ce sont des auteurs de prédilection, et que je pense que
cette université a été le chercher pour cela, parce qu'il savait qu'il aimerait parler de ses auteurs. Et donc, il en arrive à parler de René Girard, donc il s'inscrit bien dans la, la continuité de Léo Strauss, où donc Léo Strauss dit qu'il y a des choses qui sont non dites, que la cité va naître de massacres, et René Girard, lui, va nous dire, par son idée du bouc émissaire, du mythe et de la violence, que derrière la création de cités, il y a aussi cette violence sacrificielle. Alors, on peut penser ce qu'on veut de René Girard. Moi, je suis pas spécialement convaincu par ces thèses. Euh, je crois pas qu'elles aient un véritable fondement scientifique, mais ça peut être intéressant d'un point de vue purement littéraire, je pense. Et au-delà du bouc émissaire, donc une des grandes idées de Girard, c'est la mimésis. Donc le fait qu'on va se copier les uns les autres. Et pour lui, donc la violence de la cité va découler de cette mimésis entre les différents individus. Je vais citer Thiel encore pour nous appuyer là-dessus. Donc, il dit au sujet de Girard, la violence est logée au cœur de la société. Le mythe n'est que le discours éphémère de la violence. Le mythe sacralise la violence du meurtre fondateur. Le mythe nous dit que la violence était justifiée parce que la victime était réellement coupable et, du moins, dans le contexte des cultures archaïques, était réellement puissante. Pour Girard, cette combinaison de la mimésis et de l'effritement de la culture archaïque implique que le monde moderne contient une dimension puissamment apocalyptique. Donc, en gros, ce que dit-il en s'appuyant sur Girard, c'est que donc chaque cité est née d'une violence sacrificielle, et dans la culture archaïque, il y avait une façon de vraiment y croire, en fait, alors qu'aujourd'hui, on est dans un monde où, parce qu'on l'a découvert, cette chose ne peut plus marcher. À cause du christianisme. À cause du christianisme, oui. Ouais, parce que dans le fond, la découverte du mécanisme, c'est quand, entre guillemets, Dieu a envoyé son Fils pour être sacrifié pour les péchés du monde, plutôt que des humains qui sacrifient une victime pour, disons, diminuer la colère d'un Dieu. Donc, la victime, dans ce cas-ci, le Christ, pour Gérard, est clairement innocente. Il porte les péchés du monde, mais on n'aura plus besoin d'autres victimes parce qu'on se rend compte qu'en fait, tout ce mécanisme-là n'était pour rien. Puis en plus, parce que les croyants ont accès à répéter le processus d'immolation de la victime innocente à chaque semaine, s'ils vont à l'église chaque semaine. Mais là, aujourd'hui, le problème, c'est que les gens ne croient plus, donc il n'y a plus de cet exutoire qui est disponible. Girard dit que les gens devraient quand même avoir compris que la victime en général est innocente, mais je pense que les faits nous démontrent qu'en fait, les gens l'ont oublié. Comme quand il y a une meute woke qui va descendre sur une personne puis complètement détruire la carrière bon, chez nous, il y a un directeur d'école qui s'est suicidé la semaine dernière parce qu'il avait été victime essentiellement de la bureaucratie woke de la province d'Ontario. Donc Ah. ça serait un mécanisme sacrificiel un peu girardien qui a eu lieu récemment ici, mais on a évacué complètement la question du pardon, puis la question aussi du fait que ça sert absolument à rien. Donc, je pense qu'on peut dire que Girard avait probablement tort dans son hypothèse que la connaissance du mécanisme rendrait le mécanisme, s'il existe vraiment, inopérant, parce que, je veux dire, on le voit depuis plusieurs années, là, qu'il est encore bien vivant. Oui, je pense que tu fais référence directement ici à la culture woke, où effectivement on pourrait voir un parallèle à cela, où la victime aujourd'hui est désignée tout spécialement à la personne des blancs, et encore plus spécifiquement à la personne du mâle blanc, le plus clair du temps. Et, euh, et on peut voir à l'œuvre ce mécanisme de la désignation d'une victime, puisque objectivement, je pense que les blancs, le monde occidental a amené plus de bien que de mal pour le monde entier, et que
même si tout n'a pas été parfait, même s'il y a des choses qui ont été faites qui n'étaient pas forcément parfaites, et puis ça revient à la nature humaine, hein, c'est comme ça, le monde ne veut pas être parfait. Je pense que si on fait un bilan de ce qui a été créé au cours des siècles passés, qui sont effectivement l'œuvre de l'homme blanc et du monde occidental, je pense que le bilan est plutôt positif. Et pourtant, des gens qui devraient nous remercier la plupart du temps, on arrive à nous pointer du doigt et à nous dénoncer pour cela. Donc, même si on peut remettre en question les thèses de Girard, on peut au moins voir que il y a ce mécanisme qui est effectivement à l'œuvre, au moins aujourd'hui encore présent. Mais Peter Thiel va mettre en avant qu'il n'est pas forcément d'accord avec Girard non plus. En s'appuyant sur Pierre Manant, ce qu'il va dire, c'est que si la culture humaine est essentiellement fondée sur la violence, alors Girard ne peut rien apporter d'autre que la destruction de l'humanité sous couvert fallacieux de la non-violence, puisque Girard va éventuellement finalement défendre la voie de la non-violence. Et donc il dit, bah, si la culture humaine repose sur la violence, défendre la non-violence et défendre la fin de la culture humaine en réalité. Donc ça, c'est pas Thiel qui le dit, c'est Pierre Manant qui le dit. Mais Thiel s'appuie sur Pierre Manant pour venir tempérer les propos de Girard. Et il va conclure donc, en ouvrant sur cette phrase. Ainsi, pour déterminer le bon mélange de violence et de paix, l'homme ou la femme d'État chrétien serait avisé, dans tous les cas proches, de choisir la paix. Il n'existe pas de formule pour répondre à la question critique de savoir ce qui constitue une affaire classée. Cela doit être décidé dans chaque cas spécifique. Donc, il dit ça parce qu'il a dit avant une phrase assez cryptique, il dit il va arriver un temps où tout sera révélé. Donc je ne sais pas exactement ce qu'il veut dire par ici. Tu as fait remarquer, citoyen, qu'il a eu accès à des éléments internes de la défense des États-Unis. Je ne sais pas ce qu'il veut dire par là. Je ne sais pas si tu en sais plus. Mais c'est assez cryptique comme phrase, je trouve. Ben, la tournure de phrase fait penser à une phrase d'origine religieuse, là, dans le sens que on voit ça souvent, euh, même à l'extérieur des Écritures, là, mais donc il y a cet aspect-là qui est définitivement dans la dernière section où est-ce qu'il parle de la conduite à suivre pour l'homme d'État chrétien. L'autre chose, c'est qu'effectivement, Peter Thiel a fondé une compagnie avec un autre, en fait, intellectuel qui s'appelle Palantir. Fait que Palantir, ça fait référence au globe dans Le Seigneur des Anneaux, là, qui permet à Sauron de voir différentes personnes, de voir Saruman, etc. Palantir, c'est une compagnie qui gère des bases de données pour les services de renseignement et l'armée américaine. Donc, qui fait de la gestion de bases de données, de l'analyse de données, puis possiblement, on ne sait pas, de l'obtention de données. Fait que je pense qu'il y a aussi une partie de lui-même où est-ce qu'il a clairement adopté ce que Strauss proposait comme conduite à tenir, c'est-à-dire de garder une façade relativement libérale tout en agissant en sous-main pour préserver la communauté politique, en utilisant des moyens qui sont peut-être pas tout à fait pas tout à fait nets, dont on parlerait pas devant notre tante, c'est un souper, là. Mais en même temps, sa religion chrétienne, sa religiosité fait en sorte qu'il peut-être qu'il se rappelle à lui-même que même si on agit en sous-main, on peut pas tout faire. Parce que, au point de vue de son escaton individuel, quand il va décéder, il va devoir rendre des comptes à son Dieu. Oui, il y a un aspect très chrétien dans ce qu'il dit, et c'est un peu sa conclusion. Tu as la dernière phrase qui dit, en effet, ce monde pourrait différer du monde moderne d'une manière bien pire ou bien meilleure, la violence illimitée de la mimésis ou la paix du royaume de Dieu. Donc, euh, Peter Thiel il se définit comme un chrétien hétérodoxe. Donc, je ne sais pas ce qu'il met derrière cela. Il n'est pas catholique, il n'est pas protestant, il se dit chrétien hétérodoxe. Je ne sais pas exactement ce qu'il veut dire, mais il se dit quand même chrétien. Euh, mais il y a une autre partie donc, qui vient avant cela, que j'ai pas dit parce que je voulais garder pour la fin, parce que c'est assez cryptique aussi. Il semblerait que Peter Thiel défend la venue d'un césarisme, puisqu'il va conclure ce chapitre sur René Girard par un extrait d'un texte de Spengler, qui dit « Mais pour nous, qu'un destin a placé dans cette culture et dans ce moment de son devenir, où l'argent célèbre ses dernières victoires et où son héritier, le césarisme, s'approche doucement et inexorablement, la direction du vouloir et du devoir est ainsi donnée dans un cercle étroitement non écrit, sans lequel il ne vaut pas la peine de vivre. Nous n'avons pas la liberté de réaliser ceci ou cela, mais cela de faire ce qui est nécessaire ou de ne rien faire. Et une tâche que la nécessité de l'histoire a posée sera accomplie,
avec ou contre l'individu. Et il dit en latin, Ducun fata volentem traunt, qui veut dire le destin conduit les volontaires et entraîne les récalcitrants. Euh, je pense que cette citation est lourde de sens. Je ne sais pas ce que tu en penses, citoyen, mais à mon avis, il la met pas par hasard. Le fait de parler donc de l'arrivée nécessaire d'un césarisme, euh, je pense que c'est une façon de, comme on l'a dit, que cet aspect straussien du livre, il vient nous dire ici ce qu'il appelle de ses voeux sans le dire. Est-ce que tu es d'accord avec ça, citoyen? Ouais, quand il y a des citations dans une langue étrangère qui ne sont pas traduites, tu sais, dans une exégèse straussienne, c'est des gros drapeaux rouges, là. C'est, c'est super important, là. Faut le passer dans Google Translate immédiatement. Fait que oui, même s'il va pas, tu sais, je veux dire, OK, il a appuyé Trump, je pense pas qu'il croyait que Trump allait devenir le César, là, mais essentiellement, je veux dire, c'est un populiste. Donc oui, c'est la direction dans laquelle il pensait qu'il pourrait pousser pour obtenir ce qu'il voulait de l'État administratif américain, mais l'État administratif américain est extrêmement puissant. Fait que c'est pas juste n'importe quel populiste qui sort comme ça là, du premier bord qui va être capable de le dompter. Ouais, je pense aussi. Je pense que ça va mettre en lien avec ce que j'ai dit au début, où Thiel donc, vient d'un monde libertarien, où il a compris que la démocratie s'inscrivait en faux avec la liberté. Et, et je pense il a passé le Rubicon après, où on ne peut plus le qualifier de libertarien. Et je pense qu'il est plus sur des positions, donc on pourrait qualifier maintenant de NRX, dans les idées de Curtis Yarvin, ou un césarisme avec un, un empereur ou à tout le moins un CEO comme le défend Curtis Yarvin, qui viendrait défendre la liberté et le capital, serait plus souhaitable qu'une démocratie libérale. Mais c'est quelque chose qui peut pas le dire de façon exotérique, évidemment, s'il veut pouvoir rester respectable, j'imagine. Oui, tout à fait. Puis, dans des entrevues plus récentes, il dit que la chose la plus importante pour lui, c'est le développement économique ou de maintenir un niveau de croissement économique assez élevé pour pas que la société s'écroule sur elle-même. Parce que quand on a beaucoup d'argent puis on a de croissance économique, on peut gérer beaucoup de choses. Mais quand on n'en a pas, puis que la tarte diminue en taille, les gens commencent à se battre pour la tarte. Puis c'est souvent c'est ce qu'on on semble avoir comme évolution en Occident présentement, disons aux États-Unis puis au Canada. C'est ça. Donc là, on a parcouru tout le contenu du livre. Je voulais juste finir sur une ouverture, et puis après, on pourra prendre vos avis ou vos questions. Je laisserai les gens s'exprimer. Au-delà du livre, donc comme on l'a dit, et il a pu soutenir Trump au début, même s'il n'avait pas forcément, il était pas confiant que ce soit l'option la meilleure, et il a plus ou moins retiré son soutien par la suite. Est-ce qu'on pourrait pas mettre en parallèle donc, les actions d'Elon Musk, comme j'ai dit, Elon Musk est quelqu'un qui est proche de Peter Thiel puisqu'ils ont cofondé PayPal ensemble. Et est-ce qu'il n'y aurait pas une lecture à faire de ce que fait Elon Musk à l'heure actuelle, le rachat de Twitter, le développement d'une nouvelle société d'intelligence artificielle? Est-ce qu'on pourrait avoir une lecture à l'aune de cet ouvrage aussi, en imaginant qu'il pourrait partager à tout le moins une vision du monde similaire? Est-ce que tu penses qu'on peut faire ça, citoyen? Oui, sans aucun doute. Là, c'est sûr que la société a beaucoup changé. Ça a été écrit en réaction au 11 septembre et à la réponse du 11 septembre. Donc, le sujet de l'essai, c'est vraiment la gestion de la violence à la fois intra-groupe et extra-groupe. Et puis, il passe à travers différents auteurs comme on vient de le faire. Aujourd'hui, est-ce que c'est vraiment ça la question la plus pressante dans sa tête, à Peter Thiel? J'ai pas l'impression parce que en fait, oui, c'est une question de gestion de la violence, mais la menace islamiste est plus vraiment là. En Amérique du Nord, malgré les influx migratoires quand même significatifs avec la frontière du Mexique, du moins, ça c'est pas, il n'y a pas encore une répercussion directe quotidienne dans la vie des gens. Fait que le gros problème qui s'en vient à l'horizon pour nous, ça va être le conflit avec la Chine. Puis c'est de s'assurer d'avoir les capacités technologiques, mais aussi financières pour être capable d'y faire face.
ça va parce que ça semble devoir éventuellement se produire, là. Donc, je pense que même, donc, ce que Musk fait maintenant s'inscrit comme en continuité avec le sujet de l'essai, mais on n'est plus au même moment, tu sais, on n'est plus en 2007, essentiellement. Ouais, je suis d'accord avec ça. On va prendre les questions. Ou s'il y avait simplement des remarques, des ajouts à faire, je vais laisser les gens s'exprimer. Donc, comme je dis, c'est la première fois que je fais un space Twitter. Je sais pas exactement comment ça marche. Je crois que vous pouvez lever la main. Et si vous le faites, je pense que je peux vous donner l'accès en ouvrant votre micro. Pendant que vous y réfléchissez, je veux juste vous faire un micro-résumé, dans le fond, des positions, des 1, 2, 3, des 4 positions qui sont discutées directement. Fait que pour le libéral ou le libéralisme, on va dire que la violence va être contrôlée par le développement économique. Ce que Thiel croit encore. Mais les djihadistes ont répondu à ça, non. Certaines choses sont plus importantes que l'argent et le confort matériel. Schmitt dit que la violence est inévitable et elle est souhaitable. Thiel rejette ses conclusions, ostensiblement, non exotériquement, mais quand même avec la bonne raison que dans un monde post-nucléaire, il y a des risques significatifs pour la survie de l'espèce. Strauss dit la violence est inévitable, certains actes doivent être occultés, doivent être cachés pour maintenir les apparences, puis les citoyens, on ferait mieux de pas trop leur dire ce qu'on fait. Girard dit la violence est fondatrice de la société, mais il y a un mécanisme qui a été révélé, parce qu'encore une fois, c'est un croyant qui a été révélé par Dieu aux hommes pour mitiger son impact négatif sur la communauté des croyants. Oui, ça, c'est un bon résumé, je pense, de l'évolution du livre qui résume ses positions. Et comme je disais, de façon exotérique à tout le moins, il s'inscrit en désaccord avec chaque auteur, il va mettre en avant les limites qu'il trouve à chaque fois. Ah, je vois que Lino a fait une demande de micro. Euh, Là, tu devrais pouvoir parler maintenant, Lino, je crois. Ouais, c'est bon. Ok, désolé, il y a eu un décalage, je crois que j'ai eu un rattrapage, vous étiez encore en train de parler, là d'un coup, hop, ça apparaît. Très bien. Bon, bah en tout cas, bah merci pour ce space, les gars, c'était très sympa. J'ai lu le livre, du coup, aussi, très intéressant, j'ai à peu près la même lecture que vous. Il y a juste un point où bah, je voulais avoir votre avis. Ne... C'est un point qui est un peu, comment dire, qui est un peu difficile parce que c'est un peu une des bases quand même du livre, c'est le fait que ne pensez-vous pas qu'il surestime totalement le poids du religieux et des questions fondamentales dans le monde non occidental, je veux dire. Est-ce que elles sont aussi importantes que ce qu'on peut l'imaginer? Moi, je pense par exemple à la fameuse Sainte Russie qui est un mythe, le monde musulman qui est quand même pas mal décadent aussi, euh, la Chine qui est communiste, capitaliste, qui semble pas avoir, qui semble pas être entraînée, véhiculée par ces questions, et aussi, à contrario, que aux États-Unis, notamment, le poids du religieux et ces questions fondamentales sont quand même assez importantes. On le voit avec les débats sempiternels sur l'avortement et le poids des religions aux États-Unis. Alors, lui, ce qu'il y a à mettre en avant réellement, c'est que les questions ont été abandonnées. Qu'il y a encore une praxis, c'est ce qu'il va dire. C'est quand il dit que le véritable père fondateur des États-Unis, c'est John Locke, et qu'il a dénaturé le christianisme, il y a toujours une praxis. Mais il va dire qu'en réalité, même les gens qui se disent chrétiens aux États-Unis ne sont plus chrétiens et qu'il y a eu une perte des questions fondamentales. Mm. Donc même si ces Américains ont une praxis et qui peuvent défendre l'avortement, des choses qui se rapportent à la religion, leur rapport à Dieu, aux questions fondamentales qu'il a mis en avant, ne sont pas moins celles de
d'individus modernes. Et Je pense que c'est une inversement, bonne. du coup, avec les pays non occidentaux, ne surestiment-ils pas l'importance du religieux de ces questions fondamentales dans ces pays? Parce que je suis pas certain, moi. Peut-être. Peut-être que l'islam est soluble dans le libéralisme. Peut-être que le libéralisme progressivement va éroder les autres cultures. D'ailleurs, peut-être pas le projet conscient, mais c'est un peu ça, la globalisation ou le Global American Empire. C'est un peu ça le but. Mais en même temps, les bolcheviks ont pris la Russie avec, je sais pas, 10 000 hommes. Fait que c'est quand même pas facile, mais c'est possible de contrôler des pays, de faire des révolutions avec relativement peu de personnes qui sont prêtes à prendre des risques inouïs. Donc, les Moudjahidines, c'est ça que faisaient. On les a subventionnés pendant des années, puis c'est revenu nous mordre dans le derrière. Mais c'est essentiellement ça. Donc, tu as raison, je pense que la majorité de la population, en fait, veut simplement être laissée en paix. Mais il y a toujours Hum. une frange. Tout se joue un peu dans la marge. Puis, quel pourcentage, quelle minorité intense est disponible pour manipuler la vie, pour faire usage de violence pour arriver à ses fins politiques? C'est peut-être là où est-ce que euh, Thiel pense que l'Occident, du moins en 2001, était un désavantage. D'accord, très bien. Bah, merci de votre réponse. Je te donne la parole à Sam. Tu devrais pouvoir parler maintenant. Mais est-ce que Curiosité a fini de parler? Oui, oui. Ah, parce que... Oui, Ah, oui. excusez-moi, j'avais peur, j'ai cru que ça continuait. Bah, bonsoir, bonsoir à tous. C'est la première fois que je discute avec des personnes que je suis depuis longtemps sur Twitter. J'avais pas mis de voix derrière les comptes. Euh, Moi, j'ai trouvé, alors simplement, j'ai rejoint le sujet parce que Peter Thiel est quelqu'un que j'avais découvert, était assez intéressant parce qu'il avait écrit un livre quand il était étudiant, qui est Le mythe de la diversité, où il avait déjà clairement exprimé tous les arguments sur l'idéologie de gauche quand il était étudiant. Et il avait continué, effectivement, il y a ce projet d'utiliser les données pour faire du contre-espionnage. Et d'ailleurs, c'est pour ça il a une haine féroce contre Larry Page et Google, qu'il considère être des ennemis qui se vendent à la Chine et qui, j'ai vu une interview où il voulait carrément procéder à leur arrestation et les condamner pour intelligence avec l'ennemi. Il voulait qu'il y ait un jugement de Google. Donc c'est vrai que c'est quelque chose il est assez particulier par rapport à Ah, comment? j'avais pas vu ça. C'est quand? C'est où qu'il avait exprimé cette opinion? Parce que ça, j'avais pas vu. Je sais plus. Je l'avais lu parce que, en fait, pour tout dire, j'essaie de contacter Peter Thiel. J'ai quelqu'un qui est aux États-Unis, un des membres. Je connais une personne que je connais bien et professionnellement travaille à la Silicon Valley. Et, euh, et j'essaie de rentrer en contact avec lui. Et j'ai beaucoup lu sur lui. Et c'est difficile de trouver un moyen de contacter. Euh, et j'avais lu ça, je sais plus dans quelle revue, parce que j'avais suivi aussi que sa conférence chez les Républicains ou chez les conservateurs, je me souviens plus, une conférence où il a fait une super analyse en comparant le syndrome des pays qui ont beaucoup de matières premières, qui regorgent de matières premières de pétrole, je sais plus, c'est la malédiction je sais plus le terme, la malédiction du pétrole, je crois. Et il compare ça à la Silicon Valley où il y a une énorme quantité de créativité, de start-up, de création, d'intelligence. Et il explique qu'il y a une problématique équivalente. Mais là, j'essaie de me souvenir dans comment j'ai lu, mais je pourrais le retrouver et te l'envoyer en MP si tu veux. Faudrait que je retrouve dans mes notes et dans tout ce que j'ai lu, je vais sauvegarder. Et Voilà, à l'occasion, ouais, si tu le retrouves, je veux bien. ouais, non, mais c'est justement ça, en fait, parce qu'il y a un labo que Google a ouvert ou va ouvrir en Chine,
Évidemment, je suis beaucoup sur tout ce qui est intelligence artificielle, donc je crois que c'est un truc d'intelligence. Je sais plus si c'était une technologie liée à cela, mais en tout cas, oui. Et lui, il voyait ça comme c'est déjà une trahison. En fait, ce qui m'a frappé, et là, c'est revenu avec la thématique du césarisme, puisque vous avez abordé ça. Et ça m'a frappé parce tout de suite, il les accusait d'intelligence avec l'ennemi et lui, il voulait déjà les exécuter, en fait. Il était en train de se dire, enfin, en fait, tout de suite, il veut tout de suite qu'on fonce dans les locaux de Google et qu'on y aille, quoi. Il avait un tour, mais non, mais c'est maintenant, là. On a 1 heure, on les attrape et on les fume, ces bâtards. Il avait un tour complètement décalé par rapport à, ça m'avait tellement scotché, quoi, cette espèce d'analyse. Mais après, personnellement, puisque je l'ai lu, et je voudrais faire part un peu pour une critique, après, ça peut avoir une discussion, mais pour moi, je trouve que c'est beaucoup trop Ouais. théorico-philosophique chez Peter Thiel. Et, euh, et je trouve que il y a paradoxalement une incompréhension de ce qui fait, à mon avis, la force des élites occidentales. C'est que c'est justement ça qui fait la force des élites occidentales, c'est que elles ne se considèrent pas comme les élites d'un peuple, mais elles se considèrent comme les élites de l'humanité souffrante ou vivant l'injustice. Et le césarisme dont il parle, en fait, finalement, comme un Donald Trump et tout, ce serait en fait un système où les Européens, enfin, les Occidentaux, enfin, les Blancs américains, retrouveraient quelque chose qui existe ailleurs, à savoir des élites qui vont se préoccuper de manière préférentielle pour ceux qui sont ethniquement de leur peuple, alors que justement, c'est toute la force des élites occidentales, c'est que elles se considèrent comme étant les élites de l'humanité entière, et donc ça peut être paradoxal, mais c'est ce qui fait que les élites japonaises sont les élites du Japon, sont les élites de leur peuple, mais ça reste à là, et elles ne chercheront, que ce soit japonaises ou d'un autre peuple, elles ne chercheront pas justement à imprégner l'ensemble de l'humanité de sa vision. Et donc il y a tout un paradoxe avec les élites occidentales blanches, c'est qu'en se détachant ainsi de l'affiliation comme un critère moral, elle voit dans son projet quelque chose de bien plus vaste. Et c'est quelque chose, je trouve que Peter Thiel, dans ses écrits, ne perçoit pas, ou je sais pas, peut-être j'ai pas bien compris, mais je trouve que, enfin moi c'est ma compréhension, je pense qui était un peu un Je pense angle que mort. non, mais je pense que ce que tu as raison, ce que tu es en train d'écrire est définitivement pas seulement dans le texte, mais dans ce qu'il dit ailleurs. Il y a toutefois une tension profonde entre par exemple, appuyer un César et la religion chrétienne universaliste à laquelle il croit. Cette tension-là, elle est insurmontable. Puis, dès le début, après l'unification, dans le fond, en fait, la synthèse chrétienne de la civilisation antique et de la civilisation sémite, euh, qui s'est faite avec le scolastisme, puis avec la civilisation occidentale traditionnelle, pré-moderne, cette tension-là, éventuellement, des fois, peut créer des conflits internes insurmontables. Donc, je pense qu'il est au courant de tout ça. La situation actuelle, c'est Mhm. que la réalité, c'est on n'a plus les moyens de assurer la sécurité dans des voies maritimes. On a tout simplement pas la croissance de PIB qui nous permet de maintenir une stabilité globale et d'assurer que les chaînes logistiques permettent à la globalisation de continuer comme le continuer. Fait que, de facto, il va y avoir une déglobalisation parce que tout reposait, dans le fond, sur des données américaines qui, présentement, en tout cas, à court terme, ne seront pas disponibles. Il y a trop de dettes, le service de la dette va augmenter. Donc, oui, je veux dire, on s'en va vers une sorte de dégénérescence où est-ce qu'il y a des blocs régionaux qui vont devoir s'occuper d'eux-mêmes. De facto, c'est même pas une question idéologique. La référence au césarisme n'est pas vu quelque chose de positif par Spengler, c'est quelque chose qui arrive à la fin du cycle civilisationnel. Donc, si il parle de césarisme, c'est parce qu'il voit que on sort d'une période de culture, puis on entre dans une période d'hiver de la civilisation qui va peut-être rester figée pendant 1000 ans comme la Chine, mais c'est clairement pas
la période la plus créative, à moins qu'on fasse quelque chose de dramatique puis qu'on puisse renverser la vapeur. Fait qu'avoir un César, c'est comme un aveu d'échec. C'est pas quelque chose de positif. D'accord. Après, je veux pas monopoliser, mais je comprends. Après, je suis assez étonné qu'il y a aussi un manque d'approche évolutive et biologique chez Peter Thiel. Mais ça, encore une fois, c'est peut-être que j'ai pas assez lu. Mais il y a très peu d'approches finalement matérialistes biologiques euh, dans sa façon de concevoir finalement l'importance de la religion. Pour moi, qu'il faut relativiser parce que j'ai l'impression que c'est pas la chrétienté qui a fait les Européens, c'est juste que la chrétienté est l'expression d'une spécificité d'une population. Enfin, j'ai plutôt cette impression-là, surtout quand on lit la chrétienté, les écrits chrétiens à différentes époques, comme je sais pas la case de l'oncle Tom, qui est qui dégouline de chrétienté. C'est quasiment du wokisme en fait. Si vous lisez ce livre, il est amusant à lire, il est vraiment instructif. C'est déjà du gauchisme à ce moment-là, et je pense que et pourtant c'est parfaitement dans une vision chrétienne. Après, bon, c'est ce que tu as dit, il y a une contradiction entre les deux, etc. Mais ouais, je vais finir là-dessus pour, je sais pas, nourrir le débat. Et, Oui, et puis la case de l'oncle Tom, c'est déjà un écrit très tardif, et comme Peter Thiel, ce qu'il dit, c'est que il y a déjà plus de chrétiens en fait, même aux États-Unis où les gens sont censés être très chrétiens, qu'ils ont la pratique. En réalité, il met en avant qu'il y a une dénaturation du christianisme avec John Locke, qui est le véritable père des États-Unis, quoi. Donc, je pense que je suis d'accord avec toi qu'il met pas en avant ces aspects, donc biologique, génétique, et d'où vient la religion. Je crois pas que ce soit un défaut de connaissance, parce que je pense que Peter Thiel est familier avec ces choses-là. Comme je dis, il a financé Curtis Yarvin dès 2017, qui met en avant les différences, la Human Biodiversity. Donc, il est très au courant, je pense, de ces choses-là, mais quand il s'exprime, il a effectivement cette formation. Il était à Stanford, mais il a fait de la philosophie. Et je pense qu'il c'est un choix de sa part de mettre en avant ces auteurs et de s'inscrire dans une démarche plus intellectuelle. D'ailleurs, il le dit au début de cet essai, hein, comme s'il s'en défendait, je sais plus comment il le formule, mais il dit l'agenda ouvertement intellectuel de cet essai est de suggérer ce que ce réexamen implique. Donc, il dit ouvertement intellectuel, comme si il laissait entendre que c'est pas la seule façon de voir les choses. Du moins, c'est comme ça que je le comprends. Il vient un peu tempérer le propos qu'il va développer après. Puis, tu avais aussi un bon point quand tu disais que c'est très théorique. Ce qu'il faut comprendre aussi, c'est que tu sais, la République américaine, écoute, je peux pas parler pour tous les autres pays, là, mais grosso modo, là, c'est peut-être une des seules républiques qui a été écrite sur papier par des intellectuels qui sont rassemblés ensemble, qui ont étudié l'histoire, qui ont étudié la philosophie telle qu'il avait à l'époque, puis qui ont construit un système de gouvernement qui existe encore de nos jours. Disons, mon système politique, c'est un système britannique qui est là depuis plus longtemps, mais c'est un système qui a évolué progressivement au fil des années avec des modifications relativement petites. Fait que cette croyance en la capacité d'ingénierer un système fait en sorte que parfois les Américains vont donner beaucoup d'importance à des choses théoriques qui, même si elles vont avoir une applicabilité pratique éventuellement, a priori, ça semble pas être le cas. Et ce qu'il faut mettre en avant aussi, c'est qu'il y a quand même un moment où il parle de Darwin dans cet ouvrage en particulier, où donc quand il parle dans ce chapitre sur René Girard, il met en avant que de la même façon qu'il y a eu l'origine des espèces par Darwin, il devrait y avoir l'origine des religions, qu'il doit y avoir un fondement biologique à cela. Et je sais plus comment il le formule, mais il dit qu'en gros, pour lui, le dépassement de la modernité devrait être un mélange entre le darwinisme et l'aristotélisme. Alors, je ne sais plus exactement comment il le formule, mais il soumet cette idée, quoi. Donc, une forme de retour à une tradition philosophique qui va prendre en compte cet aspect darwinien, quoi. Est-ce qu'il y a d'autres questions, d'autres remarques? Sinon, je pense qu'on
On va pouvoir arrêter, on y est déjà depuis 1h15 maintenant. Je vais juste vous laisser avec un dernier, si jamais il n'y a pas d'autres remarques, là. Récemment, il a fait une entrevue, puis tu sais, juste en vue de notre discussion, là, j'en ai écouté une couple, puis il disait quelque chose d'intéressant dans le fond, puis il parlait spécifiquement de la situation en Europe, puis il l'a modifié un peu pour l'Amérique du Nord, mais il disait, bon, présentement, ce que la droite doit faire, c'est offrir une vision concrète pour la jeunesse, parce que maintenant, il n'y en a pas vraiment. C'est comme les trois visions qui sont disponibles pour l'Europe selon Peter Thiel maintenant, c'est la charia islamiste, une vision pour le futur, un État totalitaire avec utilisation d'intelligence artificielle à la chinoise et de l'autre côté, Greta avec les Verts. Où est-ce qu'on va, on va aller en bicyclette électrique au travail dans une ville de 15 minutes. T'sais. Fait qu'il dit, dans cette situation-là, je comprends que les Verts aient autant de votes en Europe, comparativement à ce qu'ils ont aux États-Unis, mais la situation n'est pas particulièrement meilleure aux États-Unis en termes de vision positive concrète du futur. Fait que la raison pour laquelle aussi ils subventionnent beaucoup d'auteurs qui sont à droite, mais qui sont pas nécessairement sous les feux des caméras, c'est que pour créer une vision concrète, positive pour le futur, il faut créer de la culture. C'est ça que Curtis Yarvin dit constamment. Il faut créer des institutions culturelles parallèles. Puis, éventuellement, parce qu'on ne sait pas trop exactement à ce qu'on s'en va, mais éventuellement, il y a une vision positive du futur qui va arriver, qui sera distincte de ces trois-là, mais qui va aussi être distincte de l'espèce de fatalisme boomer dont on discutait la dernière fois. Puis là, on n'y est pas encore, mais éventuellement, on va réussir à le donner. Puis une fois que ça va être offert au public, peut-être que la démocratie va nous donner de meilleurs résultats électoraux. Oui, et tu fais bien de rappeler ça. C'est une vidéo que j'avais partagée qui est. Donc, il avait parlé au cours d'un entretien, je sais plus, avec un conservateur, où effectivement il appelle à une quatrième voie qui n'est pas encore définie. Et il participe à cette définition, mais ça n'est pas encore clairement défini. Et c'est ce sur quoi on travaille aussi sur Rage, hein, cette volonté de proposer une vision du monde. Parce que je pense que pour avoir une idéologie politique, il faut d'abord que ça repose sur une meilleure vision du monde. Donc, moi, en tout cas, ce sur quoi j'essaie de me pencher, c'est comprendre le monde d'abord et en faire découler par la suite une idéologie politique qui pourrait venir dépasser la modernité. Et alors, t'as réussi? Je C'est crois en que je suis voie de un bon chemin, réussite. en tout cas. Ouais, c'est en bon Je crois chemin, oui. que, je sais pas, je sais pas si tu as eu l'occasion de lire. Bah, si, quand même. Donc, voilà. Bah, c'est Ah, vrai que les articles, je les suis quand même. Ouais, je les suis. très bien. Ah, c'est pour ça que quand tu as parlé de l'écologie comme voie, ça m'a rappelé un excellent article là, sur le millénarisme, si je me trompe pas. Euh, et cette similitude de cette vision de l'écologie comme finalement l'écologie comme idéologie annonciatrice de l'apocalypse. Et Ah, attends, j'ai pas de quel article tu parles. C'était un vieil article écrit ah, par. il est plus ancien, oui, En fait, il est plus ancien. Je crois qu'il date de d'accord. Ouais. une ou deux années, oui. Je crois même qu'il a été relayé par Laurent Alexandre, si Ouais, je non, me c'est même trompe plus pas. vieux. Alors, c'était un des premiers articles qu'on a écrit qui avait été écrit par Technoprêtre, ouais, sur Ah, Alex Bauer. technoprêtre. Oui, c'est ça, c'est ça. Ouais, Et, c'était il y a 4 ans déjà, ouais. ouais, ah ouais, d'accord. Mais j'avais beaucoup aimé l'analyse sur ça parce que il y a vraiment quelque chose qui revient avec cette vision apocalyptique et ça m'a fait penser à ce qui a été dit à l'instant, à savoir que cette vision finalement qui plaît, sur lequel adhèrent beaucoup d'Européens, enfin, en Europe et en Occident, sur l'écologie, cette angoisse écologique. D'ailleurs, avec le film qui était sorti. Et c'est vrai que est-ce qu'on retrouve pas aussi finalement avec cette culture qui était mise en parallèle avec la culture chrétienne et, euh, et c'était simplement par rapport à cet article, j'y avais pensé, j'avais fait la remarque. Arif, oui, tu veux dire là, un parallèle entre la culture chrétienne et la culture écologiste, on pourrait le dresser, oui. Mais ce que ça voudrait dire, au fond, c'est que
ça fait partie de la nature humaine sûrement. Oui, Tu le mais retrouves à toutes les ben, époques. et justement, si c'est la nature humaine, et en fait, tu peux même faire un parallèle finalement avec l'angoisse du grand remplacement, qui est finalement encore une annonciation de l'apocalypse à venir, c'est-à-dire l'apocalypse Ah, démographique. je ferai une Euh, différence quand même, hein. mais je parle pas du contenu en termes d'argumentation, etc. Mais il y a un peu cette angoisse d'un apocalypse à venir. Dans l'un, c'est un apocalypse qui vient de la nature, qui serait déréglé par l'entropie. Dans l'autre, ce serait par un phénomène migratoire. Mais il y a un peu une similitude, je dirais, dans le récit, puisque finalement, l'angoisse, finalement, c'est à venir. Et, euh, et quand on regarde, finalement, c'est l'idée de prévenir aujourd'hui du danger de continuer finalement quelque chose qui est un processus. C'est comme l'idée de l'augmentation de la température dans le temps. Finalement, les écologistes, c'est ce qu'ils disent. Ils disent c'est maintenant qu'on doit mener les bonnes politiques pour que dans le futur, on n'en subisse pas les conséquences. Et il y a une forme aussi de panique, enfin de similitude. Mais après, c'est un parallèle Mais je pense qui que, peut être critiqué. justement, pour rattacher ça à l'essai de Peter Thiel, quand il dit que les questions ont été abandonnées par les Lumières, je pense que même si les questions sont abandonnées, en fait, elles sont toujours là. Quand il parle de religion, je pense que ce dont tu parles ici, ça peut ni plus ni moins se rattacher à des religions. Une religion va chercher à, à créer un récit qui explique d'où on vient et où on va, quoi. Ça va donner une direction. Et donc, c'est normal qu'on puisse retrouver ça dans la religion chrétienne ou dans des nouvelles formes de religion sécularisée, donc l'écologisme. Et on pourrait relier ça aussi au grand remplacement indirectement, euh, où ça va être porté par des gens qui vont être liés par une autre vision du monde, par une autre ambition pour le futur, et qui voient ça comme un risque qui doit être évité. Donc, on pourrait y voir des religions séculières, mais je mettrais quand même le grand remplacement à part. Après, je pense que c'est simplement la façon d'interagir entre les humains qui fait qu'on va avoir besoin de se regrouper suivant des récits, et il y en a qui vont être vrais, il y en a qui vont être faux. Il me semble qu'on peut difficilement nier la véracité du grand remplacement. On peut discuter du réchauffement climatique. Je pense qu'il a lieu. Je pense que l'homme a sa part de responsabilité. Le fait que ça va nous détruire, j'en suis beaucoup moins certain. Pour ce qui est de la démographie, ça me semble pas certain puisqu'on peut agir dessus, on peut euh, changer le cours des choses. Mais si rien n'est changé, la démographie sera implacable, quoi. Donc même si ça peut être un récit qui peut être lié à une vision du monde partagée et donc à une forme de religion, je pense que ça n'en est pas moins véridique. Oui, mais en fait, les religions, même si des fois elles disent des choses qui sont factuellement fausses, transmettent des messages qui sont adaptatifs au plan évolutionniste, donc qui augmentent notre survie, donc qui disent des choses qui sont plus vraies que des simples faits. Le problème avec les nouvelles religions, c'est qu'elles n'ont pas passé par le test du temps. Donc, la phrase, elles sont pas lindy, c'est ça, elles sont juste pas lindy. Fait que c'est pour ça que les néo-religions, disons, écologistes, donnent tout simplement pas les outils à ses adhérents de vivre des bonnes vies. Donc, on les voit, sont tout le temps misérables, ils se demandent pourquoi ils manquent d'énergie parce qu'ils mangent tout simplement pas assez de viande. Je veux dire, c'est triste, mais c'est comme ça, là. Encore une fois, c'est des religions qui ont pas passé à travers le test du temps comme d'autres grandes religions qui, clairement, ont un certain pouvoir de survivance. Donc, ils doivent quand même donner à leurs adeptes certains traits phénotypiques ou comportementaux qui leur permettent de survivre et d'avoir une progéniture plus large que les, les groupes qui adoptent d'autres chaînes de pensée. Puis toutes ces nouvelles religions-là, à mon avis, vont être appelées à disparaître aussi. Je pense que c'est tout simplement lié à la capacité d'explication du monde. Une religion, c'est ni plus ni moins qu'une vision du monde partagée par plusieurs personnes. Et une vision du monde, elle sera d'autant plus adaptée qu'elle peut expliquer une palette plus large de choses. Donc,
quand on a des religions sécularisées comme l'écologisme, qui dans ses, qui va s'auto-réduire ce qu'elle veut expliquer du monde, on va forcément aboutir à des gens qui ont une vision du monde pauvre et qui vont du coup ont une vision de l'humain, de la nature humaine qui peut être pauvre aussi. Je pense qu'on peut arrêter ici, à moins que quelqu'un ait quelque chose d'extrêmement pertinent à dire et qui veut absolument le dire. Sinon, je pense que on va pouvoir arrêter là. Bah, je Ouais. remercie, je remercie, avant que ça coupe, je te remercie et je vous remercie pour avoir fait ce travail et d'avoir traité Peter Thiel. C'est drôle parce que vraiment on converge à chaque fois, Raj. Peter Thiel, c'est vraiment la personne que je suis depuis longtemps, donc c'est drôle. Mais en tout cas, merci c'était une excellente initiative. De rien, oui, c'est un auteur que j'apprécie beaucoup aussi et je voulais commencer par lui. On va sortir d'autres e-books de cette forme. On a déjà un qui est prêt, qui est une sélection de textes de Nick Land. Donc Nick Land qui est un penseur de la NRX aussi. En gros, Curtis Yarvin et Nick Land sont les deux plus gros penseurs de ce mouvement. Donc on a une sélection de textes qui est prête, qu'on va sortir bientôt, et on devrait traduire Curtis Yarvin dans la foulée. Et après on verra. On va continuer à traduire ce genre de textes qui nous semblent intéressants et qui n'ont jamais été traduits en français. Ouais, Donc merci voilà. beaucoup d'avoir organisé ça, Nem. C'était excellent. Puis j'ai hâte de voir la traduction. Je pense que ça va remplir un gros trou. Puis juste si jamais il y a des gens qui sont plus jeunes, là, tu sais, qui écoutent, prendre un texte comme ça qui est pas trop long, mais qui touche plusieurs auteurs, c'est vraiment une bonne façon de s'exposer à tu sais, tout un univers ou tout un schème de pensée. C'est tout à fait correct de prendre, disons, un auteur ou un penseur qui a réalisé des bonnes choses, tu sais, comme Thiel, et passer à travers un texte comme The Straussian Moment et aller voir les références. C'est la meilleure façon. Aller voir toutes les références, puis essayer de lire le plus. Lisez un peu de Schmitt, lisez un peu de Strauss, lisez un peu de Girard, juste pour vous faire une idée, puis vous allez avoir une meilleure compréhension de sa vision globale de pensée, que vous n'aurez pas si vous vous en tenez simplement à ce texte-là. Voilà. Juste pour finir, donc je vous rappelle comment vous pouvez vous procurer cet ouvrage. Donc, vous pouvez vous le procurer de façon gratuite en anglais. Il est très facilement trouvable sur Internet si vous tapez The Social Moment. C'est un texte qui a été reproduit sur des blogs n'importe où. Euh, Si vous voulez nous soutenir parce que vous aimez bien ce qu'on fait ou si vous voulez avoir le texte en français, vous pouvez simplement faire un tip sur tipeee.com/rage, R-A-G-E. À partir de 1 euro, vous faites un tip et vous aurez le lien vers le Google Doc, Google Folder, où vous pouvez trouver la version EPUB et PDF de l'ouvrage en français. Donc voilà, si vous aimez bien, n'hésitez pas à nous soutenir et je vous dis, si vous voulez faire ne serait-ce que 1 euro par mois, après il y aura d'autres ouvrages qui vont être ajoutés. Voilà, je finirai là-dessus et je vous souhaite une bonne soirée. Merci à Curiosité Classique d'avoir participé activement à ce premier space. Enfin, du moins pour moi, tu en as déjà fait un avant, toi. Et aux intervenants, Hassan et Lino, qui sont venus avec des questions pertinentes. Merci beaucoup. Merci à vous, les gars. À bientôt. Salut. Salut. Cet audio vous a plu? Abonnez-vous à notre chaîne afin de recevoir tout notre contenu et soutenez-nous sur Tipeee, le lien est dans la description.